Il y a un moment que personne ne te dit. Un moment précis, silencieux, presque invisible, où quelque chose en toi décide, sans te demander la permission, que c'est terminé. Pas terminé avec une personne. Pas terminé avec une relation. Terminé avec l'amour lui-même. Et le plus étrange, c'est que ce moment ne ressemble pas à une rupture. Il ne ressemble pas à une douleur. Il ressemble à rien. Un rien froid, propre. Comme si quelqu'un avait éteint une lumière quelque part dans ta poitrine et que tu te rendais compte seulement maintenant que cette lumière était là depuis toujours. Tu te regardes dans le miroir ce matin-là. Tu es intact. Tes yeux sont ouverts. Ton cœur bat. Et, pourtant, quelque chose est mort. La question qui devrait te terrifier et qui ne te terrifie plus, c'est ça le vrai problème, c'est qu'est-ce qui est mort exactement? Imagine quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'imaginer fort, parce que cette personne, tu la connais peut-être. Peut-être que c'est toi. Elle a passé des années à ressentir les émotions des autres comme si c'était les siennes. Elle entre dans une pièce et elle sait, avant même qu'on lui parle, qui souffre. Elle sent le poids invisible que les gens portent sur leurs épaules. Elle entend ce que les mots ne disent pas. On l'a toujours appelée sensible, empathique, un don, disaient certains. Une force, ajoutaient d'autres, avec ce sourire ambigu qu'on réserve aux gens qu'on admire mais qu'on ne comprend pas vraiment. Elle a aimé. Beaucoup. Trop, peut-être, mais ce mot, trop. Elle ne l'a jamais accepté, parce qu'elle croyait sincèrement que l'amour sans limite était une forme de pureté. Elle a porté les chagrins des autres comme on porte ses propres enfants. Elle a consolé à 3 heures du matin. Elle a choisi les mots justes quand personne d'autre ne savait quoi dire. Elle a aimé des gens qui ne savaient pas être aimés, et elle s'est dit que c'était sa mission, son sens. Et puis, un jour sans avertissement, sans cérémonie, elle s'est réveillée, et elle ne voulait plus. Pas de la colère, pas de la fatigue même, quelque chose de plus inquiétant que les deux, une indifférence tranquille, comme si le muscle qui servait à aimer avait simplement arrêté de répondre. Elle a essayé de forcer le sentiment. Elle a regardé des photos, elle a relu des messages, elle a attendu que quelque chose remonte à la surface. Rien. Et dans ce rien, il y avait une question qu'elle n'osait pas formuler à voix haute, parce que la formuler, c'était déjà avoir peur de la réponse. Suis-je en train de devenir quelqu'un d'autre, ou suis-je en train de devenir enfin moi-même? Voilà ce qu'on ne te dit pas sur les empathes. On te parle de leur sensibilité comme d'une médaille. On te parle de leur capacité à aimer profondément comme d'une superpuissance. On fabrique autour d'eux une mythologie douce, lumineuse, presque sacrée. Mais personne ne te parle de ce qui se passe dans l'ombre de ce don. Parce que derrière chaque personne capable de ressentir les émotions des autres avec une intensité extraordinaire, il y a une question qui n'a jamais été posée correctement. D'où vient vraiment cette capacité? Est-ce que l'empathe aime parce qu'il est naturellement plus ouvert, plus connecté aux autres? Ou est-ce qu'il aime parce que, quelque part dans son histoire, aimer était la seule stratégie de survie qu'il avait trouvée? Est-ce que ressentir les émotions des autres était un talent ou était-ce une alarme? Un système développé dans l'enfance pour anticiper les humeurs d'un parent imprévisible, pour désamorcer les conflits avant qu'ils explosent, pour rester en sécurité dans un monde qui ne l'était pas. Et si je dis bien si ce qu'on appelle empathie était en réalité, pour beaucoup de ces personnes, une armure déguisée en cœur ouvert. Voilà où ça devient inconfortable. Parce que si c'est vrai, si l'amour de l'empathe était en partie une fonction de protection, un réflexe conditionné plutôt qu'un choix libre, alors quand il s'arrête de vouloir aimer, ce n'est peut-être pas une mort, c'est peut-être une désintoxication. Et les désintoxications, ça ressemble à quoi? De l'intérieur. Ça ressemble exactement à ça. Un vide, une absence, un corps qui ne reconnaît plus les substances dont il dépendait et qui ne sait pas encore comment fonctionner sans elles. Tu devrais te sentir libéré, et pourtant, tu te sens vide. Pourquoi? Il y a une image que j'ai envie de te donner. Pas un concept, pas une théorie, une image. Imagine une maison, une grande maison, ancienne, avec des pièces que tu connais bien et d'autres que tu n'as jamais ouvertes. Tu vis dans cette maison depuis toujours. Tu connais l'odeur de chaque couloir, le grincement de certaines marches, la lumière particulière de certaines heures. Mais il y a une cave. Et dans cette cave, il y a quelque chose que tu as mis là il y a très longtemps. Quelque chose que tu n'as pas voulu garder dans les pièces habitées. Quelque chose qui était trop lourd, trop encombrant, trop difficile à regarder en face. Tu l'as descendu là, bas. Tu as fermé la porte et tu as continué à vivre. Au fil des années,
Tu as meublé ta maison avec de la générosité. Tu as rempli tes pièces des émotions des autres, de leurs besoins, de leurs histoires. Tu es devenu le gardien de leur lumière. Et pendant ce temps, dans la cave, dans le noir, ce que tu avais enfermé grandissait. Ce que tu avais enfermé là, c'était toi, pas le toi acceptable, pas le toi généreux et sensible et disponible. L'autre, celui qui avait de la colère, celui qui avait des besoins qu'il jugeait honteux, celui qui voulait être vu, pas seulement utile, celui qui avait, quelque part, une rage froide contre tous ceux qui l'avaient porté sans jamais être porté en retour. Il existe une idée, développée dans la première moitié du XXe siècle par un psychiatre suisse qui passait ses nuits à analyser ses propres rêves, selon laquelle chaque être humain porte en lui une partie de lui-même qu'il refuse de reconnaître. Une partie bannie, exilée, mise au sous-sol précisément parce qu'elle était jugée incompatible avec l'image qu'on voulait donner de soi. Cette partie bannie ne disparaît pas, elle attend. Et plus tu remplis ta vie consciente de lumière, de dons de soi, d'amour offert en quantités industrielles, plus cette partie dans le noir grossit en proportion. Parce que l'ombre, ce n'est pas l'opposé de la lumière. L'ombre, c'est tout ce que la lumière ne peut pas éclairer. L'empathe qui ne veut plus aimer n'a pas perdu la capacité d'aimer. Il a perdu la capacité de se fuir. Et c'est une distinction qui change tout. Pendant des années, parfois des décennies, l'amour qu'il offrait aux autres était aussi, et peut-être surtout, un moyen de ne pas avoir à se retrouver face à lui-même. Être indispensable, c'est ne jamais avoir à être seul avec ses propres questions. Être le sauveur, c'est ne jamais avoir à admettre qu'on a besoin d'être sauvé. Ressentir les émotions des autres avec intensité, c'est parfois souvent une façon de ne pas ressentir les siennes propres. L'amour comme fuite. Voilà l'idée que personne n'ose dire vraiment. Et quand l'empathe épuise tous ses mécanismes de fuite, quand le corps dit stop, quand l'indifférence s'installe, cette indifférence glacée et déconcertante, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début de la cave. La cave s'est ouverte, et ce qu'il y a dedans va maintenant remonter à la surface. Il y a quelque chose d'intéressant dans les mythologies anciennes, et j'y reviens, parce que ce psychiatre suisse dont je te parle était obsédé par elle. Dans presque toutes les cultures, il existe un moment dans le voyage du héros où il doit descendre aux enfers. Pas métaphoriquement, littéralement, dans la structure narrative. Le héros doit mourir, ou descendre dans le monde souterrain, avant de pouvoir renaître transformé. Orphée descend chercher Eurydice, Inanna descend aux enfers et se fait dépouiller de tout ce qu'elle possède, porte après porte. Psyché doit rapporter un fragment de l'obscurité de Perséphone pour mériter son amour. La descente est obligatoire. On ne peut pas contourner les enfers. On peut seulement y entrer, y rester assez longtemps et en ressortir différent. L'empathe qui ne veut plus aimer est en train de descendre. Et le problème, la vraie tragédie, c'est que la plupart du temps, ni lui ni les gens autour de lui ne le comprennent ainsi. Lui se croit cassé, les autres le croient froid. On met des mots dessus. Dépression, burn-out émotionnel, désillusion. Mais ce qui se passe, si on accepte de regarder sans détourner les yeux, c'est infiniment plus complexe et infiniment plus prometteur que tout ça. Ce qui se passe, c'est que la persona, le masque, ce visage qu'on présente au monde et qu'on finit par confondre avec son vrai visage, est en train de se fissurer. Le masque de l'empathe est particulièrement solide, particulièrement séduisant, parce qu'il est fait d'une matière noble. La générosité, la bienveillance, l'amour. Qui pourrait critiquer un masque comme ça? Qui pourrait dire à quelqu'un « ton amour est un mensonge » ? Qui oserait murmurer à l'oreille de celui qui donne sans compter « tu te caches derrière ta générosité » ? Et pourtant, derrière le masque le plus admirable peut se cacher la blessure la plus profonde. Voici ce que je crois vraiment, et c'est peut-être la chose la plus dérangeante que tu entendras aujourd'hui. L'empathe ne veut pas plus aimer, non pas parce qu'il a été trop blessé, pas parce qu'il a rencontré trop de mauvaises personnes, pas parce que le monde est décevant. Il ne veut plus aimer, parce qu'il commence, pour la première fois de sa vie adulte, à rencontrer quelqu'un qu'il n'a jamais vraiment rencontré avant, lui-même. Et cette rencontre est terrifiante, parce que celui-même qu'il trouve dans la cave n'est pas le personnage lumineux qu'il présentait au monde. Celui-même a des angles sombres, des désirs qu'il jugeait indignes, une solitude qu'il a toujours comblée avec l'amour des autres plutôt que d'y faire face, une colère qu'il transformait en empathie pour ne pas avoir à l'appeler par son nom. L'indifférence de l'empathe, cette froideur qui inquiète tout le monde, y compris lui, n'est pas une maladie. C'est un retrait stratégique. L'inconscient, qui a ses propres règles et sa propre intelligence,
a décidé que le moment était venu, que continuer à aimer de l'extérieur vers l'intérieur, donner aux autres ce qu'on ne se donnait pas à soi, était une équation qui ne pouvait plus tenir. Alors il a tout arrêté. Pas pour punir les autres, pas par cynisme, mais parce que quelque chose, au fond, exige maintenant d'être aimé en premier. Et ce quelque chose, c'est lui. Voilà l'idée que personne ne formule vraiment. Le retrait émotionnel de l'empathe n'est pas un effondrement, c'est une convocation. L'inconscient convoque la conscience à une réunion urgente. Il dit « Avant de continuer à aimer le monde entier, nous avons quelque chose à régler entre nous. » Et ce quelque chose, cette réunion intérieure, est peut-être la chose la plus importante qui puisse arriver à un être humain. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre aimer par peur et aimer par choix. Entre aimer pour fuir et aimer pour se donner. Entre aimer parce que ne pas aimer serait insupportable et aimer parce que l'amour est ce qu'on choisit librement d'offrir. La première forme d'amour, celle que beaucoup d'empathes ont pratiquée toute leur vie, a une texture particulière. Elle a la texture du sacrifice, de la dette, du « si je ne suis pas là pour eux, qui le sera ?» Elle contient dans ses fondations une croyance que l'empathe n'a souvent jamais examinée. Je ne suis aimable que si je suis utile. Et cette croyance, cette conviction silencieuse, que l'amour doit se mériter par le service, que l'existence ne se justifie que par le don vient de quelque part. Elle ne tombe pas du ciel. Elle a une histoire, elle a un visage. Elle a une voix, souvent celle d'un parent, d'une enfance, d'un système familial qui, sans le vouloir, a enseigné à cet enfant que la condition de son amour était sa performance émotionnelle. Sois gentil, sois disponible, ne prends pas trop de place, n'aie pas trop de besoins, et en échange, tu seras aimé. Ce marché, ce contrat signé sans le savoir à 6 ou 8 ou 10 ans, a gouverné toute la vie affective de l'empathe. Et aujourd'hui, le contrat est rompu, non par trahison, mais par maturité. Quelque chose dans l'empathe a décidé que le marché était inéquitable, que l'amour conditionnel, qu'il soit reçu ou donné, n'est pas de l'amour, que la générosité qui naît de la peur n'est pas de la générosité. Et pour la première fois, cette partie de lui exige autre chose. Exige l'amour inconditionnel, pas celui qu'il donnait, celui qu'il n'a jamais reçu. Mais, et voici où ça se complique encore, ce qu'il attend de l'extérieur, il ne peut le trouver que de l'intérieur. C'est le piège ultime, la boucle cruelle dans laquelle beaucoup d'empathes restent coincés des années. Attendre des autres l'amour qu'on ne sait pas encore se donner à soi-même. Et continuer à donner aux autres, éperdument, désespérément, non pas par amour véritable, mais par espoir que quelqu'un, enfin, leur rende l'appareil. La cave est ouverte maintenant. Il faut y descendre. Il faut comprendre quelque chose sur ce processus qui n'est presque jamais dit. La descente dans sa propre ombre n'est pas une punition. Ce n'est pas le signe que quelque chose s'est cassé. C'est le signe que le psychisme, cet organisme extraordinairement intelligent qui travaille en dehors de ta conscience, qui rêve pendant que tu dors, qui enregistre ce que tu n'oses pas nommer, a décidé que tu étais prêt. On ne descend dans l'ombre que quand on est suffisamment fort pour y survivre. Les gens qui s'effondrent totalement, qui se fragmentent irrémédiablement, ce ne sont pas ceux qui descendent trop profond. Ce sont ceux qui refusent de descendre et qui sont rattrapés par l'ombre malgré eux, sans préparation, sans intention. L'empathe qui choisit même inconsciemment d'arrêter de fuir dans l'amour des autres, celui-là est en train de choisir la descente intentionnelle. Il ne le sait peut-être pas avec des mots, mais son corps le sait. Son indifférence nouvelle est une forme de sagesse. C'est la rivière qui décide de changer de cours, non pas parce qu'elle n'a plus d'eau, mais parce qu'elle cherche enfin son vrai lit. Il y a une dernière chose que je veux te laisser. Pas une conclusion, pas une leçon, juste une image qui, peut-être, va rester. Quelque part dans une maison dont tu connais chaque couloir, chaque grincement, chaque odeur, il y a une cave. Et dans cette cave, dans le noir, quelqu'un attend depuis très longtemps. Il n'est pas en colère, il n'est pas brisé, il est simplement là, assis, patient, comme quelqu'un qui sait qu'on finit toujours par venir. Et la question que je te pose, celle que tu peux emporter avec toi ce soir, celle qui travaillera dans le silence de ta nuit, si tu la laisses faire, et si la personne que tu as le plus besoin d'aimer dans ta vie, la seule que tu n'as jamais vraiment aimée, la seule que tu as constamment sacrifiée sur l'autel des autres, était celle qui t'attend en bas de ces marches? L'empathe qui ne veut plus aimer n'a pas éteint son cœur. Il l'a, pour la première fois, retourné vers lui-même. Et ça, ce n'est pas une mort. C'est peut-être la naissance la plus douloureuse,
la plus lente, la plus solitaire qui soit. Mais c'est une naissance. Et toi, si tu reconnais quelque chose dans tout ce que tu viens d'entendre, la cave est là. Elle a toujours été là. La porte, tu la connais. La question n'est pas de savoir si tu vas descendre. La question est quand. C'était Young Spirit. À bientôt.